Hola, muy buenos días, buenas tardes. Bonjour à tous, bon après-midi et merci de vous connecter à cette séance d'information de l'Organisation panaméricaine de la santé au sujet de la pandémie causée par le COVID-19 ce mercredi 21 juillet. Je suis Sébastien Noliel du département de communication de l'OPS et comme toutes les semaines, cette séance durera 1 heure. Nous avons déjà reçu vos questions par le courriel et vous pourrez poser vos questions à travers le forum ou en cliquant sur le bouton Q&A. Nous vous demandons de ne pas oublier d'indiquer votre nom et votre média dans vos questions. Nous avons la traduction simultanée vers le français, vers le portugais, vers l'anglais et vers l'espagnol. Et vous pouvez choisir la langue que vous souhaitez entendre à travers le bouton interprétation. Aujourd'hui, le docteur Carissa Etienne, directrice de l'OPS, vous parlera de la vigilance génomique de la situation du SARS-CoV-2 dans la région. Avec le docteur Etienne, nous avons le docteur Gerbas Barbosa, directeur adjoint de l'OPS, le docteur Ciro Ugarte, directeur des urgences sanitaires à l'OPS, et le docteur Jairo Mendes, coordinateur de la réponse à la COVID. J'invite maintenant le docteur Carissa Etienne pour qu'elle nous parle de la situation régionale. Docteur Etienne. Merci Sébastien. Bonjour et merci de nous rejoindre pour la conférence de presse de cette semaine. Cette dernière semaine, notre région a signalé plus de 967 000 nouveaux cas de COVID-19 et 22 000 morts liés à cette maladie, une légère diminution par rapport à la semaine précédente. De plus en plus, les tendances de cette maladie montrent une région, les Amériques, partagées, divisées en fonction de l'accès aux vaccins. Dans les pays avec des fournitures de vaccins adéquates, les infections sont en décrue. Dans les pays où la couverture vaccinale est encore basse, les infections sont toujours à un haut niveau. Au Costa Rica, où à peu près une personne sur 3 a déjà été vaccinée. Les cas de COVID sont en franche chute. Dans les pays sud-américains, avec des taux de vaccination plus élevés, comme l'Uruguay, le Chili et l'Argentine, signalent des chutes assez brutales dans leurs cas. Les infections par la COVID sont en diminution au travers du Canada et dans la plupart des États-Unis. Les États fédérés américains qui reportent des augmentations sont ceux où les taux de vaccination sont les plus bas, ce qui démontre l'importance de la vaccination pour contrôler ce virus. Malheureusement, à travers l'Amérique latine et les Caraïbes, seulement 15% des gens ont été complètement vaccinés contre la COVID-19 et plusieurs pays comme le Honduras et Haïti n'ont même pas encore atteint 1% de couverture vaccinale. Et tandis que les dons de vaccins sont en cours d'acheminement vers ces pays, la couverture vaccinale est dangereusement basse encore dans trop de pays de notre région. Les cas de COVID sont en accélération dans la plupart des pays d'Amérique centrale, le Guatemala signalant des fortes taux d'infection et d'hospitalisation. Dans les pays voisins comme le Honduras, augmentation des cas de la COVID dans les États frontaliers. Dans les Caraïbes, les cas et les morts à cause de la COVID sont en augmentation à Cuba, où beaucoup de provinces signalent des augmentations drastiques des nouvelles infections. La situation est tout à fait aiguë dans la province de Matanzas, par exemple. Cuba n'est pas isolé. Beaucoup d'îles plus petites signalent également une augmentation des infections. Cette dernière semaine, Martinique a vu une triplification des cas, surtout chez les jeunes, ceux qui ont 20 ans ou plus, et qui ont été provoqués par de grands rassemblements. Et des foyers préoccupants persistent dans les États amazoniens en Colombie et au Pérou. Ces tendances montrent combien la COVID-19 est encore bien enracinée dans notre région, surtout dans des pays à faible couverture vaccinale. Et la dissémination des variants ne font qu'empirer les choses. Les virus n'ont qu'un but, de se multiplier, celui de se multiplier. C'est la raison
pour laquelle ils s'adaptent souvent et deviennent moins dangereux, mais plus contagieux au fur et à mesure que le temps, au fur et à mesure du temps. Et c'est ce que nous observons avec le SARS-CoV-2 qui cause la COVID-19. De nombreux variants inquiétants aujourd'hui se disséminent plus facilement et donc ils sont la raison de nouvelles infections dans notre région et dans le reste du monde. Jusqu'à présent, 47 pays et territoires dans notre région ont détecté au moins un variant préoccupant et 11 ont détecté tous les variants préoccupants. Je veux parler des variants alpha, bêta, gamma et delta. De nouveaux variants vont émerger tant que le virus SARS-CoV-2 va continuer à essaimer. Nous avons devant nous une pandémie de personnes non vaccinées et le seul moyen d'arrêter cette pandémie est d'étendre cette vaccination. Les vaccins sont critiques même si aucun vaccin n'est à 100% efficace. Les mesures de santé publique sont tout aussi importantes, comme par exemple la distanciation physique, le port du masque, éviter les foules et les mesures de contrôle de l'infection comme le dépistage, la recherche de contact et la mise en quarantaine. Prises ensemble, ces mesures sont centrales dans notre réponse et elles restent efficaces contre ces variants préoccupants. Grâce aux efforts des pays, surtout le continent américain, notre région a construit un réseau de surveillance à la fois solide et innovateur qui nous permet de maintenir une surveillance de près sur l'émergence et la diffusion des variants de la COVID-19. Ce réseau régional de surveillance génomique de la COVID-19 a été lancé dès le début de la pandémie pour lutter contre l'éventuelle arrivée de variants. Ensemble, les pays recourent à la science, qui est leur langue commune, et se sont engagés à augmenter leur capacité de laboratoire, à recruter du personnel et à rendre la surveillance une priorité en bâtissant sur l'héritage très ancien de notre région, des réseaux de laboratoires de surveillance de la dengue et de la grippe. Ce qui a commencé comme une poignée de laboratoires en 2020 a grandi et est devenu un réseau robuste de 24 laboratoires qui est encore en croissance, ce nombre augmente, qui retraite des échantillons provenant de toutes les Amériques et qui fournit des informations de façon active. L'OPS soutient ce réseau en normalisant des protocoles laboratoires, en réalisant des formations et en réalisant des donations de fournitures pour des pays qui disposent de la technologie pour tester des échantillons. Et dans les endroits où les laboratoires ne sont pas en place, l'OPS travaille pour recueillir des échantillons et les envoyer dans les laboratoires du réseau. Ce réseau a été important pour la surveillance de la diffusion du virus, surtout chez les voyageurs qui sont souvent les premiers à introduire ces variants dans un pays. En collaborant, les pays peuvent détecter de nouveaux variants de façon plus rapide et plus économique. Parmi les données épidémiologiques, la vitesse est importante pour détecter les changements dans la formule clinique de la maladie ou des schémas de transmission et pour adapter rapidement les mesures comme la vaccination, les thérapeutiques et les diagnostics. Les pays peuvent aussi également activer le traçage des contacts et d'autres mesures de santé publique pour limiter la circulation des variants. Les informations rassemblées par ce réseau a prouvé qu'elle était utile pour les scientifiques et les épidémiologistes du monde entier parce que ça leur permet d'apprendre comment de suivre les changements du virus et de garantir que nos réponses restent efficaces. Donc, ce réseau est centré sur la surveillance de la COVID-19, mais cette plateforme peut aussi s'adapter facilement pour identifier d'autres virus et d'autres pathogènes émergents. La
condition pour cela, c'est que notre région continue à investir dans la formation, dans les matériels et dans les ressources humaines qui sont nécessaires pour qu'un réseau de la sorte continue à bien fonctionner. Ce réseau régional de surveillance génomique COVID-19 est un exemple du pouvoir du panaméricanisme et de l'importance de collaborer pour contrôler ce virus. Il nous faut faire preuve du même esprit de collaboration et de solidarité pour les appliquer à d'autres dimensions de notre réponse à la COVID-19, surtout dans ce qui concerne les vaccins. Nos pays sont prêts à gérer les doses dès leur arrivée. L'OPS continue à soutenir les États membres dans leur réponse et nous sommes toujours engagés à les aider à vacciner leur population éligible de façon rapide et sûre, indépendamment d'où ces populations se trouvent et où elles vivent. Nous exhortons les donateurs et les agences internationales du monde entier d'aider notre région à garantir ces vaccins dont elle a besoin pour sauver des vies et arriver à contrôler ce virus le plus tôt possible. Mais d'ici là, il nous faut continuer à nous protéger, nous-mêmes et les autres, en recourant aux mesures de santé publique qui ont fait leurs preuves et qui peuvent nous protéger du virus et de tous ses variants. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr. Etienne. Nous allons passer maintenant aux questions et aux réponses. Comme vous le savez, vous pouvez nous faire parvenir vos questions à travers en cliquant sur le bouton Q&A. La première question qui nous est arrivée est de Juan David Rios de Blue Radio depuis la Colombie et il demande: y a-t-il déjà un calendrier de livraison des vaccins COVAX ce mois-ci pour la distribution dans les pays de la région? Dr Barbosa. Merci de cette question. Oui, il y a un calendrier de livraison et nous sommes déjà en train de les livrer à travers le mécanisme COVAX pour le mois de juillet. Pour le mécanisme COVAX, à travers le fonds renouvelable de l'OPS, a déjà livré environ 7 millions de doses à 9 pays de la région. Et nous avons encore 3,7 millions de doses qui seront à envoyer jusqu'à la fin du mois de juillet. Les pays sont informés et à partir du fonds renouvelable de l'OPS pour la date de livraison, pour qu'ils soient prêts à recevoir ces vaccins. L'OPS également travaille, le fonds renouvelable de l'OPS travaille à ce que tous les dons et les vaccins qui sont livrés à travers le mécanisme COVAX puissent parvenir au pays. Donc, malgré toutes les limites qu'il y a pour l'accès à ces vaccins, le mécanisme COVAX continue à livrer les vaccins au pays. Merci. Merci, docteur. La question suivante nous vient de Madeleine Davis du Bureau of Investigative Journalism. La question est en anglais. De Madeleine Davis du Bureau of Investigative Journalism. Quelles sont les causes des manques d'oxygène au Mexique et en nord-est de l'Amérique du Sud? Quelles sont les solutions? Est-ce que vous aidez également les pays à installer des usines d'absorption par inversion de pression dans les hôpitaux? Est-ce qu'il y a des défis avec le manque d'ingénieurs biomédicaux ou avec les réglementations par rapport aux réglementations des pays, par exemple? Docteur Ugarte, merci pour cette question. Il y en a qui sont très opportunes et qui concernent tous les pays. Dans le cas du Mexique, le Mexique a connu des manques d'oxygène dans des endroits très précis, comme par exemple Tehuantepec, dans l'État de Oaxaca, où le nombre d'hospitalisations a augmenté de façon très sensible. Dans d'autres pays, c'est la demande excédente de patients d'hôpitaux aussi liée avec des contrats privés avec les sociétés qui fournissent ce service. Avec cette nouvelle demande, les pays ont recours à l'absorption, à des usines d'absorption en inversion de pression dans des hôpitaux, et en recourant à l'oxygène liquide. L'OPS a développé un outil d'évaluation rapide pour identifier les backups, les solutions de repli. Et dans certains cas, par exemple, comme la question y fait allusion, la solution est d'essayer d'une meilleure répartition, une stratégie de distribution avant d'installer
ces usines et en achetant de l'oxygène. L'OPS et l'OMS ont émis des spécifications pour une bonne acquisition de ces usines, une sélection de et des citernes d'oxygène. Mais une fois de plus, l'OPS adapte ces recommandations en fonction des lacunes de chaque pays. Et les problèmes sont liés à l'amélioration des recommandations pour les doses. Nous avons trouvé que dans beaucoup de pays, les doses d'oxygène sont trop élevées et sont excédentes, sont trop pour les besoins médicaux. Donc, le rôle des ingénieurs biomédicaux est important pour traiter ces problèmes. Ces professionnels doivent être formés dans des secteurs très précis et l'OPS aide ce pays à résoudre également ce problème de formation en organisant ces séances virtuelles sur la fourniture d'oxygène et on postera l'OPS postera ces séances et qui va aider beaucoup de pays. Un exemple récent pour montrer combien nous soutenons chaque pays en fonction de ses besoins. L'OPS est en train de parrainer une usine d'absorption par inversion de pression au Paraguay et nous envoyons des ingénieurs biomédicaux pour soutenir cette évaluation des besoins directement par des visites de 40 installations de santé, établissements de santé, avec l'établissement de recommandation. Donc, la fourniture d'oxygène est un problème important et doit être traité en fonction des besoins autant locaux que nationaux de chaque pays au niveau local et national. Merci beaucoup, docteur. Vous avez plusieurs questions maintenant qui sont liées aux vaccins et aux variants. Manuel Colindres de Criterio Honduras demande quel est le meilleur vaccin pour combattre, pour lutter contre le variant Delta. Et Marina Franco de Noticias Telemundo nous demande si certains vaccins utilisés en Amérique latine sont moins efficaces contre des variants comme le lambda. Et Juan Manuel Nievas, correspondant de l'agence chinoise de nouvelles Xinhua, nous demande quel est votre commentaire sur l'efficacité des vaccins chinois, notamment pour les nouvelles variants. Docteur, vous avez la parole. Merci beaucoup, Sébastien, pour ces questions si importantes. Il faut dire que d'après les évidences que nous avons jusqu'à présent, les vaccins qui ont été homologués par l'OMS sont efficaces contre tous les variants, y compris ceux qui font partie du groupe d'intérêt ou de préoccupation. Nous aurons certains cas, bien évidemment, qui seront infectés bien qu'ils soient vaccinés. Mais néanmoins, il faut souligner l'impact énorme que le vaccin a eu pour réduire les décès et les cas graves d'hospitalisation qui sont fondamentales pour le contrôle de la pandémie. C'est pour cela qu'indépendamment des variants qui circulent, les vaccins, avec tous les moyens de santé publique que nous avons, y compris l'utilisation du masque, l'isolement de contact, etc., continue à être la manière la plus efficace pour détenir ou pour freiner la transmission. Merci, docteur. La question suivante nous vient de Chelson Coyave del Comercio au Pérou qui nous demande, il dit qu'au Pérou, le Pérou vient de finaliser l'achat du vaccin Sputnik V. Il n'a pas encore été approuvé par l'OMS alors qu'il est en cours d'évaluation. Dans quelle mesure est-il proche de l'approbation de l'OMS? Et il demande aussi, certains pays n'acceptent pas les voyageurs utilisant des vaccins produits en Chine comme Sinopharm ou Sputnik. Pensez-vous que cela va bientôt changer? Docteur Barbosa. Merci de cette question. Au sujet du vaccin Sputnik, le processus n'est pas conclu. Le processus d'évaluation pour que l'OMS puisse décider
au sujet de l'utilisation d'urgence. Ce processus, généralement, est un processus de révision des données, d'interprétation, de l'évaluation pour voir si effectivement les usines de fabrication répondent à tous les critères exigés et également quelles sont les réponses aux essais cliniques, aux phases 1, 2, 3 et d'autres questions qui sont requises. Et fréquemment, dans le cas de Sputnik, on demande plus d'informations aux producteurs et la conclusion du processus dépendra du producteur, que le producteur puisse fournir toutes les informations nécessaires pour que la révision soit conclue. Nous n'avons pas encore une date pour la Sputnik. Le processus continue et le producteur de Sputnik devra fournir à l'OMS toutes les informations nécessaires pour que l'évaluation soit conclue. Ceci au sujet du vaccin Sputnik. Au sujet de cette question générale de l'efficacité des vaccins, on recherche toujours plusieurs données de l'efficacité pour les vaccins qui circulent déjà. L'OMS et l'OPS ne recommandent pas que l'on utilise des certificats de vaccination en tant que critère pour voyager. Ceci n'est pas basé sur le règlement international. Bien évidemment, chaque pays peut prendre d'une manière souveraine ses décisions, mais ce sont des décisions nationales. Nous avons confiance et nous croyons que les vaccins qui ont l'utilisation d'urgence autorisée, outre les essais cliniques qui ont démontré leur sécurité et leur efficacité, et des données d'utilisation d'effectivité dans le monde réel sur la population qui montrent l'effectivité élevée pour protéger des cas graves d'hospitalisation et des décès. Merci, Dr Barbosa. Les questions suivantes nous viennent du Mexique, de Andrea Vega, de Animal Politico. Il nous dit, quel est votre diagnostic de la situation au Mexique, où l'on assiste à une troisième vague, où une bonne partie de la population n'est pas vaccinée, où ce sont les vacances d'été et où les gens se pressent sur les plages et autres lieux de loisirs. Que recommanderiez-vous et dans quelle mesure avez-vous analysé que cette troisième vague pourrait s'intensifier en termes de cas d'hospitalisation et de décès? Et également, une autre question du Mexique, si les mesures de santé publique doivent être corrigées face à la présence de nouveaux variants et si le problème de vaccin doit être reconfiguré face aux jeunes qui refusent de se vacciner. Docteur Ugarte, merci. Le nombre de cas au Mexique, comme dans beaucoup d'autres pays de la région, montre une augmentation de cas. Dans la semaine du 20 juillet, nous avons eu 3 534 cas confirmés et beaucoup de décès et le taux de mortalité générale de 1850 de décès par million d'habitants. Ceci démontre que nous avons une augmentation de cas. L'occupation des lits avec des ventilations ont monté de quelques points. Bien évidemment, si le nombre de cas remonte, ceci va augmenter et la couverture de vaccination au Mexique est autour de 43 à partir de 18 ans et nous voyons que d'autres vaccins seront livrés. Par conséquent, la vaccination va continuer, 43% de cette population vaccinée est la population qui se trouve dans des groupes de risque. Nous espérons pouvoir conserver le taux de décès, même en dépit de cette augmentation de cas. Nous essayons
entre-temps que de démontrer qu'il sera très important que maintenant, pendant les vacances d'été et toutes les activités économiques pour les vacances d'été, continuent à adopter les mesures de protection, surtout lorsque la distanciation physique est plus difficile à maintenir. Par conséquent, il s'agit d'un vrai défi parce que d'un côté, l'avancée de vaccination nous donne un sentiment de sécurité et de dire on est en train de quitter la pandémie, mais d'un autre côté, on a démontré à nouveau que lorsqu'on baisse la garde et on se relâche, les cas augmentent. Par conséquent, ce sont des décisions que tous doivent prendre dans le pays et nous espérons que cette augmentation de cas puisse être contrôlée concernant la capacité des services de santé, qui a encore de la capacité à répondre aux demandes, tout au moins dans le cas du Mexique. Merci beaucoup. Merci, docteur. La prochaine question, Tanya Smith, Question Cartwright, de en Tanya anglais. Smith, Cartwright de The Tribune des Bahamas. Est-ce qu'il y a des variants de la COVID-19 qui sont présents aux Bahamas, surtout le variant Delta, qui pourrait causer une augmentation dans nos chiffres d'infection? Merci beaucoup pour cette question. En étroite collaboration avec le réseau régional de surveillance, plusieurs échantillons des Bahamas ont été envoyés à la Fiocruz au Brésil, où le génome complet a été obtenu selon les informations les plus récentes qui doivent être vérifiées par le PRI, mais qui sont déjà disponibles sur notre base de données. Le variant alpha a été détecté avec d'autres variants en autre proportion, comme le variant Iota qui a été certifié comme variant intéressant par l'OMS. Pas de variant Delta dans les Bahamas jusqu'à présent, mais la surveillance doit être maintenue pour détecter la possible introduction du variant Delta ou un autre variant aux Bahamas. Merci beaucoup. Merci, docteur. La question suivante nous vient de Daniel Question Politi du suivante New de Daniel York Politi du Times New en York Times anglais. en anglais, qui demande est-ce que pourriez nous donner une mise à jour sur la campagne de vaccination à Haïti, vu que ce pays a commencé à recevoir des vaccins? Merci pour cette question sur Haïti. Le Haïti a commencé à vacciner ses travailleurs de la santé et les personnes les plus vulnérables, moins de 48 heures après avoir reçu les 500 000 doses du vaccin Moderna qui ont été données par les États-Unis, qui sont arrivées à travers le mécanisme COVAX et qui sont arrivées dans le pays. Et cela souligne que nos pays sont prêts à administrer les vaccins dès que les doses arrivent. Le ministère de la Santé publique et de la Population a commencé la campagne vendredi dernier à l'hôpital universitaire de la Paix à Port-au-Prince. Les vaccins sont également disponibles à l'hôpital Saint-Damien et à l'établissement Guesquio-Imis pour donc le pays a l'intention d'étendre cette disponibilité dans toute la province de l'Ouest et ensuite au reste du pays au fur et à mesure de l'arrivée des vaccins. Nous préparons des informations. Les informations sur les vaccins ont été préparées en français et en créole avec des détails sur les endroits, les horaires et l'éligibilité pour la vaccination. Nous savons que la communication au public est un élément clé dans toute campagne de vaccination et les gens ont besoin d'être informés sur les bénéfices des vaccins également. Bien sûr, nous remercions ces dons, ces arrivées de vaccins et il y a encore beaucoup de défis techniques et opérationnels à relever pour garantir que ces doses arrivent dans les bras des gens qui en ont plus besoin. Donc, il faut promouvoir la vaccination, il faut former et éduquer la population sur les gros avantages qu'elle présente. Cela nécessite que nous préparions les travailleurs de la santé et les professionnels de la santé et que la campagne de mesures de santé publique continue, tandis que on attend l'arrivée de l'OPS continue à soutenir Haïti avec nos autres partenaires pour garantir qu'ils vont recevoir et distribuer les vaccins qui sont disponibles maintenant et qui vont le devenir dans le futur prochain. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Dr. Etienne. Et une autre question nous vient de Une autre Daniel question de Daniel Politi du Politi New du New York York Times Times en en anglais qui dit: anglais. est-ce que vous pourriez nous donner une actualisation sur la situation cubaine? Est-ce que vous avez vu un effet de la dissémination du Covid ou de la campagne de vaccination qui a suivi les manifestations de grande ampleur? Dr. Darkey, merci pour ces questions. Le nombre de cas à Cuba a augmenté avant les grandes manifestations et protestations. Cuba, pour l'instant, compte le plus grand nombre de cas de COVID-19 dans tout le pays. Plus de 43 000 cas ont été signalés. C'est une augmentation de 21% par rapport à la dernière semaine épidémiologique de cette année et 6 199 de plus par jour. Donc, c'était vraiment une situation préoccupante. Les autorités nationales ont également confirmé la dissémination du variant Delta dans plusieurs provinces du pays qui possèdent une transmissibilité beaucoup plus élevée que les autres. Dans les foyers, dans les familles, c'est vraiment le moyen de transmission principal et c'est un autre facteur d'inquiétude aussi chez les jeunes. Nous avons vu que dans les provinces qui ont enregistré plus de cas, par exemple Sierra de Avolga, Cienfuegos, Matanzas, Guantánamo, Mayoreque, Santiago de Cuba, Villa Clara et Sancti Spiritus, tous les chiffres sont élevés et donc nous voyons que l'incidence de la COVID-19 à Cuba est encore très, très élevée. Au 17 juillet, plusieurs millions de Cubains avaient reçu et vaccinés par le vaccin à 25% de la population, donc c'est encore un niveau bas de couverture vaccinale et nous avons besoin de reconnaître que toute mesure, qu'elles soient mesures sociales ou de santé publique, sont importantes à mettre en place, surtout quand la transmission continue à être très élevée à Cuba. Merci. Merci, docteur. Dans le chat, Winston nous demande en anglais. Le gouvernement a dit qu'ils sont formés pour envoyer des vaccins par l'OPS et dans le reste du monde. Est-ce que c'est difficile d'envoyer quel est le plus grand défi de l'OPS pour accélérer ces livraisons dans tous les pays? Merci pour cette question. Je crois que c'est une question très importante de reconnaître que les dons qui sont faits de la part de plusieurs produits. La logistique la logistique est toujours critique. Beaucoup de perturbations dans la chaîne logistique dans notre région des Amériques et dans le reste du monde, mais l'OPS travaille de main dans la main avec le gouvernement américain. Rappelez-vous que notre fonds rotatif a fourni des vaccins dans toute la région depuis ces 4 dernières années. Donc, nous travaillons avec le gouvernement nord-américain. Nous avons déjà fourni des vaccins grâce à notre fonds rotatif qui ont été donnés par le gouvernement américain. Nous avons fourni ces vaccins au El Salvador, en Bolivie, au Honduras et d'autres vont arriver. Donc, la logistique reste un défi, mais en travaillant ensemble et dans les pays avec le soutien de l'initiative privée qui proposent des places dans leur vol ou dans cargo, les vaccins peuvent atteindre les pays et pour qu'on puisse vacciner les gens sur place. Merci. Merci, docteur. La question suivante nous vient de Lydia Lopez de la Prensa du Nicaragua qui nous demande quel est le statut du variant Delta dans la région d'Amérique centrale et nous demande également comment se déroule le processus de détection des variants de COVID-19 au Nicaragua. Et sur cela,
Et nous avons là une question qui nous vient également de Giovanni Schiffman, journaliste de la Prensa Nicaragua également. Docteur Rico, merci de ces questions. Il est important de dire qu'en tant que partie de la coopération, l'OPS au Nicaragua, l'OPS a envoyé ce qui est nécessaire et le Nicaragua et d'autres pays de la région. Dans ce moment, nous n'avons pas d'informations au sujet de la détection de variants de préoccupation ou d'intérêt au Nicaragua. D'un autre côté, il faudrait dire que grâce aux efforts déployés par le Costa Rica, Panama, Nicaragua, etc., et avec vraiment un travail très proche avec le réseau de surveillance génomique, il a été vraiment très facile de pouvoir détecter les variants qui circulent et d'autres qui sont d'intérêt, tels que la IOTA. Les données disponibles en Amérique centrale, la circulation du variant Delta n'a été démontrée au Nicaragua et à Costa Rica que très récemment, mais il nous faudra les détecter dans d'autres pays et faire le suivi de sa dissémination possible. Merci beaucoup. La question suivante nous vient également sur le Nicaragua. Nous vient de Kayling Romero de Confidencial, nous demande qu'en est-il de l'envoi de vaccins au Nicaragua et une date est-elle prévue? L'OPS dispose-t-elle d'informations sur l'augmentation des infections au COVID-19 au Nicaragua, principalement parmi le personnel soignant? Docteur Ugarte, concernant les vaccins au Nicaragua, il y a plusieurs ordres qui sont en processus et des ordres d'envoi de livraison. Des livraisons qui seront livrées jusqu'au mois d'août. La semaine prochaine, il y a une grosse livraison qui va arriver et un don d'Espagne de 97 000 doses. Il est estimé que ce don arrivera au mois d'août et d'autres dons qui arriveront à la fin août, début septembre. Par conséquent, il y a des vaccins supplémentaires qui seront livrés prochainement au Nicaragua. Concernant la transmission, malheureusement, nous n'avons pas d'informations qui soient suffisantes au sujet de la situation épidémiologique au Nicaragua. Les informations que nous recevons, ce sont les mêmes informations qui sont publiées dans les médias et à travers les règlements de réglementation sanitaire. Ce ne sont pas des informations qui puissent être rajoutées aux données pour savoir le nombre, par exemple, de personnel soignant qui a été touché ou la définition par âge, etc. Et comme l'a dit mon collègue Jairo Mendes, qui sont en rapport à la présence de variants. Par conséquent, c'est la situation que je peux vous rapporter. Merci, docteur. La question suivante nous vient de Cabine Chosas de l'Observer Media à Antigua et Barbuda. En anglais, qui demande En anglais. Antigua et Barbuda et d'autres pays de la région ont encore des problèmes pour que la population se fasse vacciner. Donc, le gouvernement pense à rendre obligatoire des tests bimensuels de la part de travailleurs de catégorie spéciale. Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques qui permettraient de dépasser cette phase d'hésitation à se faire vacciner? Docteur Barbosa, merci pour cette question. Je crois que c'est un défi assez important que d'autres pays doivent être, même dans les pays qui ont commencé leur campagne de vaccination en décembre ou en 2020 ou en janvier 2021, et luttent encore pour convaincre leur population de se faire vacciner. C'est comme si on n'arrive pas à y croire, mais malheureusement, beaucoup de gens ont encore des doutes quant au vaccin, résistent à se faire vacciner. Bien sûr, chaque pays dispose de lois et de règlements au niveau national. Dans certains pays, ça se fait sur une base sur le
de façon volontaire dans d'autres pays, c'est obligatoire. Mais comment atteindre donc ces populations qui sont résistants? Donc, la vaccination contre la COVID-19 ont fait l'objet de beaucoup de groupes de complotistes et qui ont affirmé des choses qui ne sont pas vraies. Le vaccin ne va pas changer votre ADN, le vaccin ne va pas une expérience pour les vaccins qui auraient été développés depuis de nombreuses années et qui s'appuieraient sur des plateformes déjà très connues. Donc, ces vaccins ont dû traverser toute la phase de test et ont dû montrer qu'ils sont sûrs et efficaces. Donc, il est très important et l'EPS travaille avec les pays des Caraïbes et l'Amérique latine afin de déterminer comment envoyer le bon message aux travailleurs de la santé, aux professionnels de santé, à la population en général, au grand public. Si les vaccins sont disponibles et que vous ne faites pas vacciner, ne vous mettez pas seulement personnellement en danger, mais vous contribuez également à retarder le contrôle de la transmission. Donc, ça va porter préjudice à la communauté, au pays, à la région dans laquelle vous vivez. Donc, il faut fournir toutes les informations pour que les gens se fassent vacciner, acceptent de se faire vacciner. Merci, docteur. La question suivante nous vient de Mathias en espagnol qui nous demande, dans d'autres occasions, l'OMS et l'OPS se sont prononcés contre les passeports sanitaires. Le succès apparent des mesures adoptées par la France et l'expansion du variant Delta, est-ce que vous ferez revoir cette position? Une très bonne question et très actuelle maintenant, à une époque pendant les vacances d'été où il y a une ouverture de l'économie et du tourisme et beaucoup de voyages internationaux qui recommencent dans beaucoup d'autres pays. J'aimerais vous dire que le dernier rapport et recommandation du comité d'urgence de l'OMS pour le règlement sanitaire international concernant le COVID-19, le comité d'urgence recommande que le passeport sanitaire ou la preuve du vaccin ne doit pas être exigée en tant que seule mesure. Et c'est la même position que l'OMS et l'OPS ont adoptée, c'est-à-dire il est nécessaire d'adopter plusieurs mesures pour pouvoir réduire la possibilité de transmettre le virus en considérant, tenant compte qu'il est impossible de réduire ce risque à zéro. Et ceci à un moment où les voyages internationaux sont réouverts pour les personnes qui viennent de pays où la transmission du COVID-19 est très élevée. Donc, dans ces cas, le risque sera augmenté. Mais dans plusieurs pays qui ont exécuté ou qui ont appliqué ces mesures, malheureusement, il y a eu des cas qui sont apparus de variants Delta qui n'ont pas été détectés ni au départ ni à l'arrivée. Par conséquent, ceci montre et prouve qu'il faut tout le temps être attentif et par conséquent le test de PCR négatif ou le test et le certificat de vaccination, bien évidemment, ce sont des mesures que les pays doivent tenir compte pour pouvoir réouvrir les voyages internationaux et en même temps mettre en place ces mesures au sein des pays. Le plus important, c'est de suivre la situation des services de santé et faire la détection active des cas, l'isolement des cas suspects, la quarantaine des contagions et ces mesures continuent à être les mesures qui ont déjà donné de bons résultats et continueront à fournir de bons résultats. Merci. Merci, docteur. La question suivante du chat nous vient de Chris Mitches
journaliste de Zona Lima du groupe El Comercio au Pérou, qui nous dit que les indicateurs de la pandémie au Pérou montrent une diminution de décès, de contagion. Seulement 17% de la population a reçu les 2 doses du vaccin. Dans cette scène, les personnes qui n'ont pas été vaccinées parce qu'ils l'ont décidé eux-mêmes ou parce que leur tour n'est pas arrivé représentent un risque pour la 3e vague. Docteur Barbosa, merci de cette question. Oui, il est très important de travailler avec les 2 mesures que nous savons qui peuvent aider au contrôle de la transmission et à la prévention de nouvelles vagues. Premièrement, élargir et augmenter la vaccination. Au Pérou, il y a toujours des personnes qui doivent être informées du vaccin pour qu'ils aient la conscience de se faire vacciner. Il est très important d'entendre les doutes, répondre, chercher le soutien des experts qui ont une certaine crédibilité face aux personnes, les médecins, les infirmiers, tous ceux qui peuvent parler et dire quelle est l'importance de se vacciner. Et en même temps, il est très important de conserver les mesures de santé publique, les adapter à toutes les situations, l'utilisation de masques, éviter des rassemblements. Toutes ces mesures sont très efficaces et l'ont démontré en Amérique latine, aux Caraïbes, en Europe et partout dans le monde que ces mesures sont efficaces. Donc, jusqu'à ce que l'on atteigne le contrôle complet de la transmission qui prendra malheureusement encore quelques mois, malheureusement, il est très important d'augmenter la vaccination et s'il y a des personnes qui doutent, qui sont dans le doute de se faire vacciner, il est important de fournir des informations pour qu'ils puissent se vacciner et conserver toujours les mesures de protection. Les pays qui ont, malgré la couverture vaccinale importante, ont eu des pics de transmission sont la preuve qu'il n'est pas suffisant d'avoir une couverture vaccinale de 16% pour que tout soit résolu. Ce n'est pas résolu. Il faut avancer avec la vaccination et en même temps conserver les mesures de santé publique. Merci. Merci, docteur. Nous avons maintenant certaines questions au sujet du Venezuela. Mariana Soquet de Efecto Copucho qui nous demande si le Venezuela pourra recevoir les vaccins à travers le mécanisme COVAX. Comment avance comment avance ceci et si le pays a déjà décidé comment il va les recevoir. Et Luis Carlos aussi nous demande au sujet des variants, combien de variants sont en train de circuler au Venezuela et si nous avons des données à ce sujet. Docteur Ugarte, vous pouvez commencer peut-être à répondre à ces questions. Merci beaucoup. Le Venezuela, comme vous le savez, a changé sa modalité d'accord concernant COVAX et ainsi maintenant le Venezuela doit décider quels sont les vaccins qu'il souhaite avoir à travers le mécanisme qui ne viennent pas du mécanisme COVAX. Ces conversations seront réalisées très prochainement et ainsi nous saurons combien de vaccins, quelle quantité de doses arriverait au Venezuela. Entre-temps, on se prépare à pouvoir mettre en œuvre la vaccination au pays. L'OPS travaille avec beaucoup de partenaires pour pouvoir mettre en œuvre cette vaccination avec le ministère de la Santé et le réseau de santé pour que lorsque les vaccins soient livrés, ils puissent être appliqués aux populations qui ont été attribuées comme étant prioritaires. Il est très important également de voir et de veiller à la formation du personnel pour pouvoir mettre en œuvre la vaccination. Ce sont des aspects qui sont en train d'être mis en marche et à travers de ressources supplémentaires qui arriveront non seulement pour la mise en œuvre, mais aussi à travers des dons. Tout ceci pourrait compléter la quantité de vaccins que le Venezuela recevra. Peut-être Jairo pourrait compléter avec une réponse au sujet des variants.
Jairo, tu as la parole. Merci beaucoup. Oui, concernant la question de la surveillance génomique au Venezuela, c'est un travail très bien coordonné entre l'Institut national et l'Institut vénézuélien des études génomiques et ainsi le Venezuela est en train d'augmenter ses capacités à travers cette surveillance. Et ainsi, ceci montre plusieurs variants, y compris le variant alpha et gamma, qui est un des variants qui se trouve dans la région. D'autres variants seront détectés certainement dans ce processus d'augmentation de la surveillance génomique dans le pays. Merci beaucoup à tous les deux. La question suivante nous vient de Ivan Cairo du Suriname en anglais. Ces dernières semaines, nous avons observé un développement où certains pays ne permettent pas que certaines personnes qui ont été vaccinées par le vaccin AstraZeneca, qui ont été produits dans un certain pays, que ces gens-là entrent dans leur territoire. Est-ce qu'il y a une différence de qualité entre les différents vaccins AstraZeneca en fonction du pays où ils ont été produits? Est-ce que vous pourriez répondre, Jean Barbosa? Merci pour cette question. Maintenant, la situation a changé par rapport à la production des vaccins. Certains fabricants disposent de plus d'un site de production où ils produisent le vaccin AstraZeneca dispose par exemple de 12 sites de production. Le vaccin reste le même. Cependant, l'autorisation de l'utilisation urgente de l'OMS est attribuée site par site. Si un site veut vendre les vaccins au mécanisme COVAX, ils ne vont pas requérir l'autorisation d'urgence EUL de l'OMS, mais nous ne pouvons confirmer la qualité du vaccin quand le processus d'autorisation est terminé et que l'approbation a été décrétée de la part de l'OMS. Certains pays ont recours à un critère et je crois que le journaliste a voulu mentionner la production d'AstraZeneca qui est fabriquée en Inde. Dans ce pays, la production est autorisée par l'OMS, a reçu cette autorisation d'usage d'urgence. Mais l'Institut du sérum de l'Inde qui est produit n'a pas demandé cette autorisation d'urgence pour leur production en Europe de la part de parce qu'ils ne veulent pas ou ils n'ont pas de doses suffisamment pour les vendre en Europe. Ça veut dire que ce vaccin est d'une moindre qualité. Les vaccins qui reçoivent cette autorisation de commercialisation d'urgence est examiné par un panel de spécialistes. Tous les documents sont envoyés et donc ces vaccins sont d'une qualité suffisante et égale et donc avec la même sécurité et la même efficacité que les autres. Donc, ce vaccin a obtenu cette autorisation de commercialisation, d'urgence de commercialisation. Nous garantissons qu'il s'agit d'un vaccin tout à fait de qualité. Merci. Merci, docteur. La question suivante nous vient de Carolina de Prémis en Équateur. Quel est l'effet du variant Delta est en train de provoquer concernant le développement de la pandémie en Amérique latine? Et également, si nous pouvons donner plus de détails sur un nouveau variant qui a été détecté en Colombie, quelles sont ses caractéristiques, dans quel pays a-t-il été détecté et a-t-il été catalogué comme un variant d'intérêt par l'OMS? Docteur Jairo, merci beaucoup pour cette question très importante. En fait, le variant Delta a été détecté dans notre région, dans 18 pays de notre région jusqu'à présent. Elle est liée à des cas de voyageurs
et la transmission communautaire continue à être limitée à certains pays, tandis que d'autres variants sont en train de prédominer. Peut-être il est trop tôt pour dire quel pourrait être l'impact du variant Delta dans notre région. Si nous prenons comme exemple d'autres variants tels que Alpha, a une capacité de transmission très importante et qui ont eu une capacité de transmission transitoire et passagère dans notre pays, ou d'autres variants comme Gamma ou le Lambda. C'est pour cela qu'il nous faut continuer à surveiller de très près le comportement de ce variant, mais il est trop tôt pour dire quel pourrait être l'effet réel. Concernant le variant B1621 qui a été détecté en Colombie, ce variant ne peut pas être classé comme un variant d'intérêt parce qu'il ne répond pas aux critères épidémiologiques, à une capacité ou alors une capacité de transmission très élevée ou des effets délétères pour les études. Jusqu'à présent, ce variant a été détecté de manière sporadique dans certains pays de la région. Il a été détecté en Europe, mais néanmoins dans notre région, et j'insiste sur ce point, ça n'a pas été prédominant. En Colombie, ce variant circule et n'est pas prédominant, différemment d'autres variants de préoccupation. Et jusqu'à présent, nous n'avons pas de raison de penser qu'il y a des risques supplémentaires que l'on court à cause de ce variant. Nous le suivons de près. Merci beaucoup. Merci, docteur. Nous arrivons presque à la fin de notre séance d'aujourd'hui. Nous avons reçu certaines questions liées aux dons de vaccins pour l'Amérique latine et les Caraïbes. Question En anglais. Est-ce qu'il y a des nouveaux dons de vaccins qui vont arriver dans la région dans les prochains jours et que pensez-vous des excédents de doses de vaccins contre la COVID-19 dans certains pays comme les États-Unis dont la date d'expiration approche? Merci pour cette question. En Amérique latine et dans les Caraïbes, à peu près 15% de la population a été complètement vaccinée et plus de doses sont attendues et ces pays ont besoin de plus de vaccins pour contrôler cette pandémie. Mais ce chiffre global cache de grandes disparités au sein de notre région. Dans certains pays, seulement 1% de la population a été vaccinée. Nous avons clairement besoin de plus de vaccins. Nous en avons besoin tout de suite. Pour l'instant, les dons de vaccins sont vraiment la seule manière pour de nombreux pays de notre région garantir les doses dont ils ont besoin rapidement. Le gouvernement nord-américain a promis de donner environ 12 millions de doses à des pays d'Amérique latine et des Caraïbes et nous leur en sommes très reconnaissants déjà. Et en faisant partie de cette promesse, il y a donc 4,5 millions de doses ont déjà été livrées au Honduras, à El Salvador, à la Bolivie et à Haïti. L'OPS travaille avec d'autres pays du reste du monde pour obtenir plus de vaccins pour l'Amérique latine et les Caraïbes, où elles sont pour combler les besoins les plus pressants. Nous attendons recevoir plus de vaccins et de soutien pour les efforts de vaccination de la part des États-Unis, de l'Espagne et du Canada. D'autres pays, y compris la France, ont manifesté leur désir de soutenir nos efforts. Le fonds rotatif de l'OPS facilite des aspects tels que la logistique et autres pour que ces vaccins arrivent rapidement et en toute sécurité, en plus de ceux qui sont déjà distribués par le mécanisme COVAX. D'autres vaccins atteignent des pays directement grâce à des dons bilatéraux. Par exemple, l'Espagne a promis de remettre 750 000 doses et nous espérons que d'autres pays imiteront l'Espagne. Nous félicitons tous les pays qui partagent leurs vaccins, leurs doses avec notre région, mais nous avons besoin de plus partager ce que vous avez maintenant. Certains pays ont signalé que des millions de doses qui n'ont pas été administrées approchent la date de leur échéance. La logistique de la vaccination est importante avant qu'elle arrive
à vacciner les bras des gens, mais nos pays ont le savoir-faire et l'expérience pour gérer leur campagne de vaccination. C'est pour la raison pour laquelle nous demandons aux pays de donner les vaccins au continent américain, qui est le continent où elles sont le plus nécessaires. Sans vaccin, plus de gens risquent de tomber malades et plus de vies vont être perdues. Nous avons besoin de partager ces vaccins plus rapidement. Ces vaccins ne sont pas un privilège pour peu de gens, c'est le droit de tous. Vacciner autant de gens que possible, le plus rapidement possible, et dans l'intérêt du monde entier. Donc, nous demandons aux gens, n'attendez pas, donnez vos vaccins aujourd'hui à l'OPS et au Mécanisme COVAX. Merci, et je vous remercie de nouveau de nous avoir rejoints pour cette conférence de presse. Merci beaucoup, Dr. Etienne. Nous arrivons maintenant à la fin de notre séance de la journée d'aujourd'hui. Rappelez-vous que vous trouverez plus d'informations au sujet du COVID-19 sur la situation régionale sur notre page Internet de l'OPS, www.paro.rg. À nouveau, merci et nous continuons à être connectés. Merci beaucoup.